Je suis avec Magali Bonavia. Bonjour à tous. Salut Magali. Alors, depuis la rédaction de Stratégie, on vous accueille aujourd'hui. J'en profite, je fais du placement de produits, c'est pas normal, mais c'est la dernière couve de Strat avec une enquête sur les relations difficiles entre agence et annonceur. Pourquoi, quand le client devient tyran, en fait, la pression augmente, on voit depuis quelques mois, à la fois sur les prix, mais aussi en termes, j'allais dire, de relationnel. Et donc, voilà. N'hésitez pas à lire cette enquête, elle est sur le site, ou alors vous pouvez commander le mag avec cette enquête de 5 pages. Voilà. Bienvenue à la rédac, on est ravis de vous accueillir au fur et à mesure. On vous laisse un petit peu de temps pour que vous preniez place. Installez-vous. Vous êtes déjà plus de… bien Magali, on est à… 140. 140, ouais. Ça monte tranquillement. Bienvenue à tous. Alors, moi, je suis ravi de vous accueillir pour cette première masterclass parce que c'est un partenariat entre Stratégie et Paris School of Content. Magali animera avec moi cette masterclass. Et l'idée de cette série de masterclass, qui s'appellera Le meilleur du brand content, c'est de vous faire découvrir les meilleures pratiques en matière de brand content. On va partir à chaque fois de ce qu'on connaît à Strat et de ce qui fonctionne bien. Donc, pour ça, on a un baromètre, c'est le Grand Prix de stratégie du brand content qui existe, qui fêtera ses 10 ans l'année prochaine. Et donc, on va partir des gagnants du Grand Prix du brand content pour les décrypter et vous livrer les meilleures pratiques en matière de brand content. Aujourd'hui, le Grand Prix du brand content fonctionne très bien. Il fait partie toujours des Grands Prix les plus importants de Strat. On a par exemple une 50aine de participants cette année et plus de 70 dossiers. La prochaine remise de prix du Grand Prix du brand content, ce sera le 23 septembre prochain dans le cadre du Stratégie Festival. Voilà, notre Stratégie Festival, un événement qu'on a lancé l'année dernière sur 3 jours pour célébrer la pub et la création à la française. Voilà pour Strat et pour le Grand Prix du brand content. On vous laisse prendre place pour assister à cette masterclass. Donc, il y en aura toute une série. C'est la première édition, mais l'idée à chaque fois, c'est de prendre le temps de creuser, de comprendre quels sont les secrets des gagnants du Grand Prix du brand content. Pour décrypter les success stories, en fait. Et on est ravis que les lauréats répondent tous présents et avec beaucoup d'enthousiasme pour faire ces masterclass. Et nous sommes vraiment contents. Alors, du coup, j'en profite, je prends la parole, Gilles. Tu vois, je te prends la parole, tu vois comme je suis. Donc, moi, je m'appelle Magali Bonavia. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette première masterclass donc, du meilleur du brand content organisée par Stratégie et Paris School of Content. Paris School of Content que je dirige est la première école dédiée au brand content. Elle forme à la production et à la stratégie de contenu et elle appartient au groupe Media School. Et nous accueillons des apprenants qui sont titulaires d'un bac +3 ou +4. Et je profite de ce moment pour m'adresser aux professionnels qui sont connectés en nombre aujourd'hui pour leur préciser que nous formons des élèves en alternance, en 4/5e, ce qui signifie 4 jours en entreprise et 1 jour à l'école. Et si jamais certains d'entre vous êtes intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton qui apparaît en haut de l'écran et à nous laisser vos coordonnées. Alors, nous avons également de nombreux étudiants connectés aujourd'hui. D'ailleurs, tous les étudiants de Paris School of Content sont là, je les salue. Donc, nous remercions évidemment tous ces étudiants qui sont intéressés pour suivre et décortiquer les success stories des case studies des lauréats du Grand Prix Stratégie du brand content. Et donc, si certains d'entre vous êtes intéressés par une spécialisation en brand content, après un bachelor ou une licence, vous pouvez également nous laisser vos coordonnées sur ce même lien. Alors, cher Gilles, si tu es d'accord, tu es toujours d'accord avec moi, toi, de toute façon. Ouais, je suis d'accord. Tu es obligé. Si tu es toujours d'accord avec moi, nous allons à présent accueillir nos invités qui sont les lauréats du Grand Prix Stratégie du brand content 2020. Nous appelons donc à nous rejoindre Émilie Fuchs, directrice associée de l'agence Partie Prenante, et Nathaël Duboc, directeur général de Jairo Paris, pour présenter leur dispositif #Démarre ta story, réalisé pour le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Gilles, je pense que nous, on va s'éclipser sur la pointe des pieds, tout en restant évidemment à disposition. Et pour vous laisser commencer votre présentation, et je vais tout de suite changer un peu l'angle de la présentation, si vous êtes d'accord, et déconnecter ma caméra. À tout à l'heure. Merci beaucoup.
Bonjour à tous, on est vraiment très content d'être avec vous aujourd'hui et très content de vous montrer cette campagne dont on est très fiers, nous à l'agence et avec Jairo. Et en fait, pourquoi on en est fiers? Parce qu'elle nous a vraiment marqué et je crois qu'elle est très représentative de la communication telle qu'on sait la faire et telle qu'on aime la faire. C'est-à-dire que vous allez voir, ça part vraiment des points de vue du public. C'est une communication qui est vraiment utile, qui aide à changer les choses, en tout cas, qui aide les publics à prendre leurs décisions, à trouver leur voie, voilà. Et puis d'un point de vue personnel, vous allez voir, cette campagne, elle nous a amenés nous-mêmes dans l'aventure de l'apprentissage, puisqu'en fait, on est devenus maîtres d'apprentissage nous-mêmes. Donc, on a vraiment vécu l'apprentissage avec nos apprentis. Et donc, voilà, donc c'est vraiment une campagne qui nous a marqués et on est très content de vous la présenter aujourd'hui. Donc cette campagne, elle s'appelle Avec l'apprentissage démarre ta story. Et en fait, quand elle démarre, en tout cas quand le client nous pose cette question, on est en janvier 2018, donc on est dans un contexte économique très différent de ce qui est aujourd'hui. On est dans un contexte où en fait il y a une réforme de l'apprentissage qui vient d'être mise en place, qui est une réforme qui peut paraître technique à plein de points de vue parce que c'est des réformes de financement, etc. Mais qui en fait a pour objectif de libérer un peu l'apprentissage, d'encourager cette voie de formation dans laquelle le ministère du Travail croit beaucoup. Et en fait, on est à un moment vraiment où le chômage des jeunes est toujours très élevé et ça dure depuis longtemps. Je peux avancer. Ah oui, d'accord, ok. Et ça dure vraiment depuis longtemps. Pardon, je ne pensais pas qu'il y avait le cas. Donc, d'abord, on va vous montrer une vidéo d'étude de cas qui résume un peu tout notre travail et ensuite on rentrera dans les détails avec Nathalie. Et c'est Magali, je crois, qui lance la vidéo. Absolument, c'est moi. Je vous demande juste de couper votre micro pour pas qu'il y ait un mauvais retour. Juste votre micro pendant que je démarre la vidéo. Tout autre chose à présent. Il a longtemps été le parent pauvre de l'éducation. L'apprentissage, qui fait la fierté de nos voisins suisses ou allemands, était déconsidéré en France. La formation professionnelle a mauvaise réputation dans les années 90 et 2000. Apprentissage rime avec voie de garage. Est-ce que vous avez poussé l'un de vos enfants à être apprenti? Non, je ne l'ai pas fait parce que, étant brillant à l'école, le problème ne s'est pas posé. Tu es jeune, branché, et tu aimes surfer sur la toile? Le principe est simple, des apprentis vantent les mérites de leur formation à des jeunes. Je m'appelle Nicolas. Donc moi c'est Juliette. My name is Astrid. Bon, on va voir qui aujourd'hui? Elle s'appelle Léa. On va voir Corentin. Il s'appelle Nathan. On va voir Charline. On va voir Manon. Fanny. Laurine. Oriane qui est apprentie chaudronnière. Salomé. Thomas. Joséphine, elle est apprentie à la chambre d'agriculture de Limoges. C'est quoi pour toi les avantages d'être apprenti? Et qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Pourquoi tu as choisi de faire ta formation en apprentissage? Il faut que tu appuies vraiment sur le couteau. Là, c'est ce qui va permettre aux cheveux de s'ouvrir. Record totalement historique de l'apprentissage. Un apprentissage qui séduit de plus en plus de jeunes. Jamais, depuis 40 ans, le nombre d'apprentis n'a été aussi élevé en France. Hashtag démarre ta story, c'est les jeunes eux-mêmes qui disent ce que leur apporte l'apprentissage. Je pense que c'est plus convaincant que n'importe quelle plaquette institutionnelle. Voilà, donc en fait, ce qu'on vous disait, c'est que donc quand on commence cette campagne ou quand on commence à y réfléchir, en fait, on est en janvier 2018. Le contexte est un peu différent de ce qui existe aujourd'hui, mais ce qui est déjà le cas, c'est qu'en fait, il y a un chômage des jeunes qui est vraiment très élevé, qui est élevé depuis longtemps, qui est beaucoup plus élevé que dans la population générale. Et en même temps, paradoxalement, on a des entreprises qui sont dans des secteurs que nous, on appelle en tension, qui sont en fait des entreprises qui ont du mal à recruter. Donc d'un côté, on a des jeunes qui cherchent du boulot et qui n'en trouvent pas, et de l'autre côté, on a des entreprises qui cherchent des jeunes et qui n'en trouvent pas. Et entre les deux, on a une solution, une vraie solution, une solution hyper intéressante qui s'appelle l'apprentissage.
Alors pourquoi c'est intéressant l'apprentissage? D'abord parce que quand on est apprenti, à la fin de sa formation, on a un diplôme plus une expérience professionnelle, donc on a un vrai savoir-faire. C'est intéressant aussi parce que, et ça on le voit dans les statistiques d'insertion, quand on a été apprenti, on trouve beaucoup plus facilement un job. Donc ça c'est quand même un point super positif. Et puis aussi l'apprentissage c'est intéressant parce que ça va permettre de se former à un métier en allant à l'école et en travaillant. Donc ça c'est génial pour tous les gens qui n'ont pas envie de rester sur les bancs de l'école uniquement pendant des années. Mais ce qui est génial aussi, c'est qu'on gagne un salaire. Donc, en fait, on se forme et en même temps, on gagne déjà de l'argent. Donc, si on a envie d'être indépendant, c'est une super solution. Donc, en fait, sur le papier, c'est génial, c'est le meilleur des deux mondes. L'ennui, et d'ailleurs, la plupart des Français sont d'accord avec ce constat. La plupart des Français disent oui, c'est génial l'apprentissage sur le papier. Mais quand il s'agit de faire ce choix-là pour soi-même quand on est jeune ou pour ses enfants, en fait, il y a beaucoup de freins qui sont liés au regard qu'on pose sur l'apprentissage. Et en fait, on se rend compte que plus d'un Français sur deux a une mauvaise opinion de l'apprentissage et on a du mal à le conseiller à ses enfants. Et en fait, ça fait qu'en France, par rapport à chez nos voisins allemands ou suisses, en fait, il y a beaucoup moins d'apprentis. Et c'est vraiment beaucoup une histoire de préjugés. Et en fait, ces préjugés, ils ont la vie dure. Et en fait, c'est quoi? C'est principalement se dire l'apprentissage, c'est une voie de garage. C'est ce qu'on fait quand on n'est pas en capacité de faire des études générales. C'est un peu ce qu'on a entendu là dans le case study. Pourquoi aussi? Parce qu'on se dit beaucoup l'apprentissage, c'est pour des métiers manuels, donc sous-entendu des métiers dévalorisés, dévalorisants. Et voilà. Et alors nous, évidemment, à ce moment-là, on a plein de choses à dire pour réfuter ces idées reçues. Mais là, le problème, c'est comment on va être audible. C'est-à-dire que des campagnes de communication sur l'apprentissage, il y en a eu des dizaines. Il y en a eu du ministère, il y en a eu des conseils régionaux, il y en a eu dans les fédérations professionnelles, il y en a eu dans les chambres consulaires, dans les chambres des métiers de l'artisanat, et il y en a depuis longtemps. Et pourtant, on voit bien qu'on n'a pas forcément réussi à craquer ce sujet-là. Alors nous, ce qu'on s'est posé comme question finalement, c'est comment on va sortir du lot, comment on va être crédible, comment on va émerger et comment on va convaincre. Sachant qu'aujourd'hui, la communication institutionnelle, elle est un peu boudée par les jeunes. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, justement, il a fallu se poser la question de quel choix on allait faire pour cette campagne sur l'apprentissage. Et notamment la question de qui on allait cibler. Et jusqu'à présent, il y avait beaucoup de communications qui avaient été faites plutôt d'un regard d'adulte sur les jeunes. Donc le premier parti pris, ça a été de se dire, finalement, peut-être qu'il faut que ça soit d'avant tout les jeunes qui s'expriment sur l'apprentissage. Et notamment parce que finalement, qui mieux qu'un jeune peut recommander à un autre jeune ce qui lui a parlé, ce qu'il a vécu, et aussi générer de l'authenticité, de la confiance et de la crédibilité. Donc, on sait aussi qu'il y a une forme de défiance des jeunes sur la communication et la publicité ces dernières années. Donc, il fallait aussi qu'on trouve une écriture un peu nouvelle qui soit, qui leur parle, qui ne soit pas un regard d'adulte. Donc, voilà. Donc, ça a été vraiment ça le point de départ de stratégique, de se dire finalement, faisons un choix un peu radical et laissons les jeunes en parler eux-mêmes. Et c'était ce qui nous paraissait les plus crédibles pour le faire. Donc l'idée, ça a été celle-ci, finalement confier la campagne à des apprentis. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que confier l'apprenti à des apprentis, ça pourrait être une idée un peu de communication, de se dire on va mettre en scène des apprentis et puis ça fait le job. Non, on a été beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on a finalement vraiment recruté des apprentis pour réaliser cette campagne. D'ailleurs, on a encore aujourd'hui dans la salle, autour de nous, là on la voit pas, mais Juliette qui fait partie de cette campagne et qui était là, qui est là. On a lancé un vrai recrutement, donc pour recruter 3 apprentis avec des profils complémentaires. On leur a demandé d'ailleurs une vidéo de motivation dans la phase de recrutement. On a fait les entretiens et puis ensuite ils ont eu un vrai contrat d'apprentissage pendant la durée légale, donc rémunéré et encadré. Finalement par les équipes de Jairo et de parties prenantes, et vraiment d'apprentissage sur l'ensemble des métiers, donc évidemment des métiers de communication, donc comment on filme, comment on fait du social media, comment on monte, comment on interviewe, comment on fait des RP, etc. etc. Ça a été vraiment ce point de départ-là. Avec une difficulté, c'est qu'il fallait arriver à convaincre quand même le ministère dans une logique un petit peu aussi
conservatrice à l'origine par rapport à ce type de communication, d'aller sur même un slogan avec l'apprentissage démarre ta story qui sortait de ce qu'ils avaient pu faire jusqu'à présent, qui utilisait aussi les codes des jeunes et du digital. Là, on est en 2017-2018. Les stories Instagram, c'est pas très vieux, et même l'utilisation du mot story pour l'administration publique, c'est pas évident. Il a fallu aussi convaincre sur cela. Donc, qu'est-ce qu'on leur a fait faire à ces apprentis? Eh bien, voilà, on leur a donné tous les éléments qu'il fallait pour finalement partir sur les écrans dans un van pour raconter et interviewer et aller sur le terrain pour rencontrer les apprentis et témoigner de l'ensemble des métiers. Là, j'ai un petit buzz qui dit qu'on a notre connexion qui est instable. Je ne sais pas si vous nous entendez bien, enfin j'espère. Donc 3 apprentis, Nicolas, Juliette et Astrid, qu'on voit à l'écran, et leur maître d'apprentissage. Donc, je propose qu'on monte la petite bande-annonce pour les présenter. C'est la première fois qu'on confie une campagne de l'apprentissage à des apprentis. Alors je compte sur vous et bon Tour de France. Ouais, on est vraiment en panne. Voilà, donc Astrid, Nicolas et Juliette, donc des profils complémentaires. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais l'idée c'est d'avoir une équipe d'ailleurs qui ne se connaissait pas, donc ce qui a été aussi un pari pour nous, c'est de se retrouver avec un trio qui se découvrait, qui a appris à se connaître, qui en plus n'avait pas tout à fait au départ les mêmes rythmes d'apprentissage, parce qu'on sait que l'apprentissage, selon l'école, il peut y avoir des rythmes différents, donc il a fallu synchroniser tout ça. Et leur laisser un peu du camion de mauvais jeux de mots. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on s'est beaucoup appuyé sur les compétences qu'ils avaient déjà et les envies qu'ils avaient déjà. C'est-à-dire qu'Astrid, elle avait déjà été youtubeuse, Juliette, elle avait déjà fait de la vidéo, Nicolas, il avait déjà fait du mannequinat. Donc en fait, ils avaient plein de choses qu'ils savaient déjà apporter dans la campagne de communication. Et c'est aussi un peu ça, l'apprentissage. Ça nous a permis aussi de montrer comment les apprentis apportent quelque chose aux entreprises. Donc, un tour de France en van, donc à la rencontre d'apprentis de tout secteur. Donc, c'était vraiment ça qui était important. Aussi, la nécessité d'aller dans toutes les régions, d'aller dans tous les types de métiers, parce que et pas seulement que les métiers manuels, mais l'ensemble. Donc, ça va effectivement des métiers manuels que l'on a, c'est un peu le cliché que l'on a, jusqu'à des métiers d'ingénieur. Donc, c'était ça vraiment aussi l'idée importante de cette campagne. Et puis, compter l'apprentissage sur une chaîne YouTube qu'on a créée, donc pour faire vraiment une web série de 25 épisodes, 25 étapes, 25 métiers, avec ensuite tout un tas de contenus complémentaires créés en plus par les apprentis sur Instagram, en story, avec des vidéos bonus, etc., qui ont pu faire vivre vraiment la campagne sur la durée. Et puis rajouter une touche aussi d'humanité, parce que finalement on s'est attaché à ces 3 personnalités qui nous ont guidés dans la découverte de l'apprentissage. Et donc, effectivement, là, on dit en mode YouTuber, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les 3 apprentis qui ont rejoint l'équipe sont vraiment devenus YouTubers sur leur chaîne. Et en fait, au-delà des épisodes de la web série qui étaient quand même de très bonne qualité professionnelle, qu'on a fait avec un réalisateur, ils ont fait eux-mêmes des vidéos en essayant de nous pousser aussi, nous, dans une tonalité de vidéos qui soit surtout pas institutionnelle, voilà. Donc en fait on a fait beaucoup de side content, donc on a fait des bonus où ils ont décoré leur studio parce qu'ils avaient leur propre studio à l'agence, donc chez Partie Prenante ils avaient un studio rien qu'à eux, vraiment comme le font les youtubeurs.
Et puis ensuite, on a fait tout un tas de contenus au-delà de ça, en profitant de l'actualité. Donc, on a fait des contenus pour Pâques, en allant voir les chocolatiers. On a profité des salons des métiers, par exemple, pour aller voir tous les métiers d'LVMH. Voilà. Et puis, on est allé même un peu plus loin, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, pour recruter les apprentis suivants, on vous en parlera tout à l'heure, ils ont même fait une vidéo d'annonce d'emploi. Donc, on a vraiment joué le concept jusqu'au bout. Et l'équipe d'apprentis avec les maîtres d'apprentissage, ils ont vraiment tout fait. C'est-à-dire qu'ils ont animé la conférence de presse aux côtés de la ministre devant un parterre de journalistes. Ils ont appelé des journalistes pour sensibiliser à leur initiative, décrocher des interviews et ensuite ils y ont répondu. Donc, ils ont vraiment... on les a vraiment mis au travail et en scène dans tous les aspects de leur apprentissage toute l'année. Donc là, on vous propose peut-être de découvrir un des épisodes pour vous rendre compte un peu du type de contenu. Ça va derrière. Je suis ton père. C'est parti. Ça te fait pas peur de travailler avec ce genre de matériel? Faut que tu fasses comme ça. Ouais. Tu vois? Ok. J'ai géré, non? Moi, ça m'a vachement rappelé Massacre à la tronçonneuse. Toi qui es dans la banque, tu dois connaître beaucoup de synonymes du mot argent. Fric, thune, Blé, oseille, monnaie, devise, pognon, sous, maille. Est-ce que maintenant tu pourrais nous montrer qu'est-ce que c'est une girafe, une corne et un cul de poule? Le fond est rond, comme un cul de poule. J'ai déjà fait un bac que j'ai eu avant, donc ce qui m'a permis de pouvoir passer mon CAP en un an. Et quel est ton objectif professionnel? De créer son style et de s'affirmer en créant son salon, quoi, son chez-soi, on va dire. Comment est-ce que tu as eu l'idée de faire de l'apprentissage? Ça t'est venu tout seul? Après le collège, franchement, c'est presque sur un coup de tête que je me suis dit, bon, voilà, je vais aller en apprentissage. J'ai toujours essayé de rencontrer les gens directement. Par exemple, j'allais sur un chantier, demander mon CV, voilà, quelle expérience est-ce que j'avais, qu'est-ce que je voulais faire exactement. On est pro apprentissage et on n'hésite pas à les embaucher. Délégué. Voilà, donc en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au-delà de la médiatisation dont on va parler dans quelques instants, on a eu aussi, et ça c'est vraiment lié au fait que les apprentis ont tout fait avec nous dans la campagne, on a eu un très bon impact en RP. Pourtant, sur une campagne, c'est pas forcément facile de faire, de récupérer d'avoir de la visibilité en relations presse. Et on pense que c'est vraiment lié au fait que, en fait, c'est vraiment des jeunes qui parlent à d'autres jeunes avec leur code. D'où le fait qu'on ait pensé tous ces contenus sur une chaîne YouTube, quoi, vraiment à la façon des YouTubeurs. Alors justement, pour revenir au déploiement, donc c'est une stratégie de communication qui est vraiment 100% réseaux sociaux et influence. C'est-à-dire que avec d'ailleurs un budget média vraiment assez limité, hein, et donc on s'est dit il faut vraiment aller là où sont les jeunes, donc vraiment le principe de capter l'audience là où elle se trouve et là où elle se comporte. Donc effectivement la chaîne YouTube telle qu'on l'a dit, avec évidemment de la médiatisation YouTube sur un certain nombre d'épisodes, et je vais y revenir parce que ça c'était un peu le pari. Parce que comme vous avez pu le voir pour certains, parce que j'ai l'impression qu'il y a des petits soucis de connexion, mais en tout cas, si vous allez voir un épisode, vous le verrez, c'est des épisodes de 3 minutes. Donc, arriver à engager le public sur 3 minutes, alors que tout le monde nous disait on skip au bout de 5 secondes sur YouTube, c'était aussi le parti pris et la prise de risque. Donc, on a aussi travaillé avec YouTube pour voir comment il fallait qu'on prenne en compte ce pari sur la durée
pour que ça soit efficace et puis que finalement on regarde les épisodes dans leur intégralité, parce que c'était ça le pari. Pas simplement faire de l'image, mais donner vraiment du contenu utile qui permette de rentrer dans le détail de chaque métier. Voilà. Et puis une stratégie d'influence, c'est-à-dire qu'on a aussi intégré des influenceurs, et notamment Pierre Cross, voilà, qui s'est invité, qui s'est d'ailleurs énormément impliqué dans son épisode avec Kenza, qui a vraiment joué le jeu parce que passionné, et ça c'est pareil, ça a permis aussi de rajouter une dimension sur et puis comme disait Émilie, l'activation auprès de tous les relais, et là on a eu beaucoup de succès dans le déploiement auprès des CFA. Les CFA d'ailleurs, donc les centres de formation des apprentis, étaient d'ailleurs eux-mêmes très contents finalement qu'on valorise, qu'on les valorise eux, qu'on valorise l'apprentissage, et puis du coup ils ont très bien, fortement relayé la communication, et puis évidemment les entreprises et la presse. Alors, si on vient sur les principaux résultats, Émilie va vous parler des résultats d'abord sur l'apprentissage en tant que tel, et ensuite je reviendrai sur les résultats plutôt de la com en elle-même. Voilà, donc en fait, en 2019, il y a eu une très bonne progression de l'apprentissage en France. En fait, c'est une progression qu'on n'a jamais vue en réalité. Alors évidemment, c'est difficile de dire que c'est lié uniquement à la campagne, mais on aime à croire qu'elle y a contribué. C'est vraiment, ça ne s'était jamais vu, donc on a eu quand même une croissance énorme. Vous le voyez sur les graphes qu'on vous montre là. On a vraiment de plus en plus de jeunes qui ont fait ce choix-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le chômage des jeunes est en baisse constante depuis 2017 à ce moment-là, donc on est quand même dans un très bon résultat du point de vue des chiffres. On a aussi une campagne qui a vraiment été très bien accueillie par les médias, etc. Donc on est très content de l'accueil qu'elle a reçu. Voilà. Et au-delà de la campagne, on voit bien que dans les médias, la couverture, ça montrait vraiment la belle progression de l'apprentissage. Donc une efficacité forte sur le plan du résultat, qui était quand même l'objectif. Et en ce qui concerne la partie justement plutôt brand content, donc on va dire comment est-ce que c'est aussi un succès de communication en tant que tel, finalement on a fait carton plein vraiment sur l'intérêt de nos cibles pour le contenu. Et je vous parlais tout à l'heure de ce pari sur la durée des épisodes, et on a 73% des contenus des vidéos vues qui sont à quasiment 2 minutes, donc ce qui est vraiment très bon, et on a 30% des gens qui regardaient les vidéos à 100%. Donc comme quoi finalement le pari d'épisodes qui sont real life, qui sont finalement pas non plus complètement de qualité ultra professionnelle, parce que c'était ça aussi qui nous intéressait, c'était d'avoir une communication qui soit vraie, un peu comme les apprentis, c'est-à-dire en apprentissage. Donc quelque part ils ont fait ce qui est l'objectif de la campagne, à savoir faire pour apprendre, donc apprendre en faisant. Et donc c'était ça aussi le parti pris. Et peut-être aussi de dire qu'en fait on est un peu devenu un cas d'étude pour YouTube, parce qu'en fait au départ, nous quand on a commencé à parler médiatisation de notre contenu, côté média, on nous a dit en fait c'est très simple, vos épisodes de 3 minutes c'est beaucoup trop long, il faut les raccourcir, il faut faire un teaser. Et nous on s'est dit non, en fait on croit en notre contenu et on va le médiatiser en entier, et YouTube nous a dit nous on pense que c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Néanmoins, vous faites quand même un pari, et ce pari on l'a fait, et c'est vrai qu'aujourd'hui se dire que les vidéos elles étaient en moyenne vues 73%, c'est quand même énorme. Voilà, avec effectivement un certain nombre de vidéos donc, qui ont sponsorisé, qui ont dépassé les 3 millions de vues. Et puis, voilà, comme toujours, il y a des épisodes qui marchent mieux que d'autres, parce qu'on s'attache aux personnages, aux métiers, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a pu monitorer. Et donc en fait, vraiment une diversité, une richesse de contenu très importante, et qui a su intéresser vraiment les jeunes, et c'était vraiment ce qu'on cherchait à atteindre. Voilà, l'efficacité et le succès de cette campagne, elle tient aussi au fait qu'elle a été en mesure d'emmener avec elle tous les acteurs de l'apprentissage en France. C'est-à-dire que le brief du ministère au départ, c'était aussi d'avoir un étendard, d'avoir un mot d'ordre, parce que finalement de la communication sur l'apprentissage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y en a énormément, il y a beaucoup de campagnes, et du coup beaucoup d'énergie de communication un peu dispersée. Et donc un des éléments du brief de départ, c'était aussi d'avoir cet étendard
et de fédérer la communication sur l'apprentissage en France. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé Demarta Story, et le concept Demarta Story, c'était aussi pour emmener tous les partenaires. Et de ce côté-là, on est hyper content parce que du côté des CFA, du côté des fédérations professionnelles, du côté des préfectures, enfin, du côté d'à peu près tous les relais, y compris les entreprises, qu'on a vraiment impliquées, hein, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec des entreprises pour qu'elles reprennent le concept, pour qu'elles fassent elles-mêmes des stories en interne, et puis à l'inverse, nous, on est allés découvrir leur métier avec notre web-série. En fait, tout ça a très bien fonctionné et a créé un vrai cercle vertueux de la communication. Et on pense que ça tient aussi au fait que dans ce concept des Demarta Story, finalement, il y a tellement de déclinaisons possibles et tellement de richesses que finalement, chacun pouvait le reprendre pour sa propre communication et du coup contribuer à la visibilité globale de notre concept. Et puis, en fait, Demarta Story, ça a tellement bien marché qu'on a continué l'année suivante. Donc, ça, c'est vraiment intéressant hein, de voir que c'est une campagne donc, qui a duré 3 années en tout, parce que l'année dont on vous parle, c'est l'année 2. On a continué Demarta Story l'année suivante, donc en 2020, avec un concept où on a voulu aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on s'est dit finalement, maintenant que les jeunes ont vu les métiers et qu'on a beaucoup de contenu sur les métiers, il faut qu'on aille plus loin sur l'apprentissage en lui-même, c'est-à-dire finalement, c'est bien gentil tout ça, mais une fois que j'ai décidé d'être apprenti, comment je fais pour trouver ma boîte, quand je ne sais pas quel métier faire, comment je peux m'y prendre, c'est quoi les bonnes questions à se poser. Et on a créé une émission YouTube pour répondre à toutes ces questions, avec une nouvelle équipe d'apprentis qu'on a recrutée, dans laquelle Juliette était toujours. D'ailleurs, l'aventure des Demarta Story continue pour Juliette. Jade et Marianne nous ont rejoints pour faire cette émission. Et donc, on a refait une année de campagne sur ce concept des Demarta Story avec de bons résultats. Et c'était un petit peu un challenge en 2020 parce que finalement, évidemment, Covid, donc du coup, conditions de tournage un petit peu complexes. Donc en plus, on avait dans le concept l'idée d'un studio itinérant et à chaque fois, le plateau se déroulait dans les centres de formation des apprentis ou dans des entreprises, etc. Donc vous pouvez imaginer un peu les difficultés qu'on a pu avoir, mais finalement, voilà, on a eu la fenêtre de tir pile poil au moment où le déconfinement s'est arrêté. On a pu faire les émissions et interviewer des parents, des chefs d'entreprise, des jeunes et faire débattre ensemble autour de l'apprentissage. Et l'équipe d'apprentis a aussi créé une vraie hotline sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour répondre à toutes les questions que les jeunes pouvaient se poser dans cette période un peu de crise, parce que cette année 2020 a été une année totalement atypique, puisque normalement on cherche son apprentissage à partir du mois de juin pour ensuite commencer dans son entreprise en septembre-octobre. Bon, là, avec le confinement et les problématiques de télétravail et aussi d'engagement des entreprises, il y avait beaucoup d'incertitudes et c'était compliqué de part et d'autre, hein, pour les apprentis comme pour les entreprises, de se dire, voilà, est-ce que je m'engage dans cette filière? Est-ce que je vais trouver une entreprise? Est-ce que je vais trouver un apprenti? Donc il a fallu aussi qu'on soit réactif dans la façon voilà. Donc ça, c'est. On a été jusqu'à faire des vidéos sur comment ça se passe si je suis apprenti dans un commerce essentiel, quelles sont les obligations, ou bien si je suis 100% en télétravail, ou bien comment ça va se passer mes examens. Toujours, en fait, on a traduit dans des vidéos à portée de tous les jeunes tout ce que le ministère produisait comme normes et comme normes qui devaient s'imposer face au coronavirus. Alors, avec des résultats sur cette dernière année, donc là, on sort un peu du cas qu'on vous a présenté, qui sont aussi très bons, puisque l'apprentissage a aussi eu d'excellents résultats sur l'année 2020. Alors, c'est pas non plus que l'effet de la com, hein, on est évidemment conscient de ça. Il faut être en toute humilité. Il y a aussi le dispositif de l'État qui a été aussi extrêmement incitatif pour les entreprises. Du coup, on a aussi cet effet-là. Mais il y a une vraie dynamique et un changement d'image qui s'est opéré en 3 ans. Donc c'est la fierté en tout cas d'avoir aidé cette filière qui est une autre filière de réussite. Et d'ailleurs aussi bien chez Partie Prenante que chez Jairo, aujourd'hui on embauche évidemment qu'on prend des apprentis, mais on les transforme souvent en emploi en CDI, quoi. Donc finalement la démonstration est aussi celle-là. Alors quelques enseignements, parce que finalement la question c'est aussi de se dire comment on fait du bon brain content, hein, qui est quand même un peu le sujet.
Alors, quelques points clés qui sont, je vais commencer puis je vais te laisser enchaîner, mais le premier de cette liste que vous voyez à l'écran, c'est que, il n'y a pas de recette magique, et je pense qu'il faut être très, très humble par rapport à ça. Nous, on a eu la chance d'avoir un alignement des planètes. Alors, effectivement, on a fait des risques, on a pris des risques, on a fait des choix. On a réussi à convaincre une équipe ministérielle qui, à ce moment-là, était un peu dans un esprit Startup Nation, donc était aussi prête à nous suivre et à créer une rupture. Mais finalement, voilà, le contexte économique de cette filière, ce que pensaient les CFA, bon, tout ça, finalement, on a réussi à les embarquer. Donc, on a eu aussi cette chance-là. Finalement, l'équipe des apprentis, c'est aussi un pari réussi. La première équipe a été super, la deuxième également. Et d'ailleurs, finalement, c'est eux les vrais héros. Hein. Donc, finalement, c'est eux qu'il faut remercier et saluer parce que c'est eux qui ont fait le succès de ça. Donc, voilà, pas de recette magique. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on fait quelque chose qui est utile et qui est sincère et qu'on l'inscrit aussi dans une forme de pérennité, et ça, je pense que c'est hyper important, ça porte vraiment ses fruits. Donc ça, c'est un élément qui, pour moi, est un vrai élément d'enseignement. Et puis, une vraie combinaison entre le earned media, donc celui qui se génère un peu tout seul, la dimension virale, du paid dont on a besoin parce que voilà, un contenu ne vaut que s'il est vu, c'est-à-dire que il n'est pas le tout de faire des super contenus, il faut arriver quand même à ce qu'il soit diffusé. Donc là, le média apporte vraiment sa pierre à l'édifice. Et puis combiné avec l'ERP, la mobilisation des relais et tout, voilà, on a une combinaison voilà, extrêmement puissante qui s'est très très bien imbriquée. Et puis un dernier point, c'est que c'est toujours une histoire avec un annonceur. Donc voilà, il n'y a pas de bonne campagne sans un vrai duo annonceur-agence, parce que c'est vraiment ensemble qu'on a pu faire cette campagne. Effectivement, ça leur a quand même paru assez audacieux quand on leur a dit, en fait, on va vraiment recruter des apprentis et c'est eux qui vont faire la campagne. Et en fait, ils nous ont suivis et ça m'amène au point que je trouve vachement important, c'est que finalement, je pense que ça a aussi fonctionné parce que c'était du réel. C'est-à-dire que c'était vraiment des apprentis qui racontaient leur apprentissage. Ça veut dire aussi que, et ça c'est important, je pense, en termes de brand content, parfois, on a assumé une part de sincérité dans les contenus et dans le rendu. Et en fait, la culture vidéo qu'ont les jeunes sur YouTube et encore plus aujourd'hui avec TikTok qui s'est développé, c'est qu'en fait, c'est pas forcément les vidéos les plus léchées qui leur paraissent les plus crédibles, qu'ils ont envie de regarder. Parfois, c'est des choses qui sont faites avec un téléphone portable. Et en l'occurrence, nous, on a accepté, on a assumé d'avoir ce qu'on pourrait presque croire un peu comme de la non-qualité d'un certain côté quand on est une agence de publicité ou de communication et qu'on veut faire des choses dans l'image, du très quali, etc. Finalement, là, parfois, on a assumé quelque chose d'un peu artisanal, mais qui était fait par les apprentis et qui, du coup, montrait vraiment la sincérité avec laquelle on l'a fait. L'autre point, je pense, qui fait vraiment l'efficacité de cette campagne, c'est le fait qu'on est vraiment parti du point de vue des parties prenantes. En fait, le point de départ, c'était de se dire, finalement, la communication institutionnelle aujourd'hui, est-ce que les jeunes y croient? La communication qui est signée ministère aujourd'hui, est-ce que les jeunes y croient? Et on a un ministère qui a accepté de s'effacer derrière la communication et de laisser les apprentis prendre la parole. Et en fait, nous, il y a deux choses qui nous ont marqué, c'est que finalement, aujourd'hui, les jeunes à qui ils font confiance pour leur parler d'avenir, ils font confiance à quelqu'un qui a 1 an de plus qu'eux et qui est déjà passé par là, mais qui est très, très proche. Et l'autre chose aussi, c'est qu'ils vont faire confiance à des influenceurs. En fait, aujourd'hui, ce qu'ils suivent le plus, c'est les influenceurs. Et en fait, c'est des gens qui parlent comme eux, qui ont les mêmes codes, qui fonctionnent de la même façon. Et donc, on a vraiment voulu partir de ça. Et puis, ce qui était intéressant aussi dans le point de vue des parties prenantes, c'était de se dire, finalement, nous, en préparant notre campagne, on a écouté plein d'apprentis nous parler de leur parcours. Et en fait, c'est en les écoutant, on les a trouvés tellement enthousiastes et tellement motivés par ce qu'ils faisaient qu'on s'est dit, en fait, le meilleur moyen de convaincre des jeunes, c'est de faire en sorte que les jeunes écoutent ces apprentis et écoutent ces témoignages hyper motivants, enthousiasmants qui nous donnent envie et qui nous ont montré à quel point c'était une voie enrichissante qui donne envie, etc. Donc, on leur a vraiment donné la parole en partant de leur point de vue.
Voilà ce qu'on avait envie de partager avec vous aujourd'hui. Et puis, écoutez, on est maintenant à votre disposition pour évidemment répondre à des questions s'il y en a. La Gabi, je vous laisse reprendre la parole. Oui, je suis là à nouveau. Alors, on a déjà nos étudiants de Paris School of Content. Donc, pour ceux qui se sont connectés, entre-temps, je dirige cette école Paris School of Content. Donc, nous accueillons des étudiants de Bac plus 3 à Bac plus 4, puisque nous formons en Master 1, Master 2 au métier du Brain Content. Alors, l'idée, après cette très, très belle présentation, c'est déjà de dire que nos étudiants aussi de Paris School of Content sont en apprentissage. Pour certains en contrat de professionnalisation et certains en apprentissage. Et le but, et ce moment qui nous est donné, c'est de pouvoir poser les questions, de vous poser ces questions au sujet de cette campagne, ou plutôt ce dispositif, parce qu'il a été large, hashtag des Martha Story. Alors, est-ce qu'on a des questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat, pardon, peut-être qu'on ne vous a pas expliqué comment le faire, mais je pense qu'Audrey, qui est également en régie et sur le chat, vous a expliqué que vous pouviez poser vos questions dans le chat. Alors, j'ai déjà 2 questions. Je vais en publier une, si ça marche. Hop, voilà. Donc, quels avaient été les critères pour remporter ce prix? Alors ça, je ne suis pas sûre que vous ayez les critères en tête. Et puis, du coup, Gilles Vibaud de Stratégie nous a quittés en cours de route. Donc, je ne suis pas sûre que vous ayez les critères également. On ne vous entend pas. En revanche, on n'a pas votre micro, je crois. Si? Vous nous oui, ça marche. Alors, vous n'avez peut-être pas possibilité de répondre à cette question de manière très précise. Non, nous ne sommes pas dans les secrets des jurys stratégie. Donc, non, mais il y a tout un tas de critères. Hein, donc, voilà, évidemment, l'efficacité fait partie des critères principaux. L'originalité du concept. Voilà, donc là, peut-être qu'effectivement, il faudrait que stratégie réponde peut-être à ce point-là. Oui. Je ferai un petit mail annexe avec les vidéos pour certains qui n'ont pas pu voir les vidéos. Donc, je pense que ça vient d'un problème peut-être de leur réseau, parce que moi, j'ai bien eu toutes les vidéos. Donc, Aurélien Calas, qui est étudiant en 4e année à Paris School of Content, donc c'est bien, première question. Seconde question, mais qui correspond plus à la problématique de départ, sur la mauvaise opinion, en fait, la mauvaise image de l'apprentissage. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Peut-être, ça peut être intéressant que vous exposiez un petit peu. Ah oui, c'est très juste. En fait, en réalité, pour dresser le portrait de la situation, j'ai fait une impasse, mais c'est vrai que l'apprentissage dans les niveaux supérieurs, donc licence, Master 1, Master 2, s'est énormément développé ces dernières années. En fait, en même temps que l'apprentissage en CAP, brevet professionnel, était en baisse, l'apprentissage dans les niveaux supérieurs était en hausse. Donc, c'est vrai que les idées reçues dont on parle, elles sont plutôt liées à l'apprentissage dans les niveaux CAP, brevet professionnel, puisque c'est vrai que quand on a déjà une licence, l'apprentissage, il n'y a que des avantages et on n'a pas vraiment besoin de convaincre les gens. Donc, nous, ce qu'on s'est attaché à faire, du coup, dans la communication, quand on montrait des gens qui étaient en Master 1 et en Master 2, on cherchait aussi des profils qui avaient commencé en CAP et qui avaient ensuite continué en brevet professionnel, en DUT, en licence, etc., pour montrer justement que même quand on commence l'apprentissage en CAP, après, on peut progresser. Donc, justement, on s'appuyait sur cette donnée de bonne image qui est liée à l'apprentissage dans les niveaux supérieurs. Alors, autre question, budget, qui est importante, de Lily, qui est peut-être indiscrète d'après ce qu'elle écrit. Quel était le budget pour ce projet? Alors, est-ce qu'on est autorisé à répondre, Émilie? Pas sûr. C'est pas sûr. Hein. Gros budget ou pas gros budget, déjà? C'est moins d'1 million d'euros. Ouais, c'est moins d'1 million d'euros. Avec l'achat d'espace. Tout compris. Tout compris. C'est pas, ça peut paraître beaucoup d'argent quand on n'a pas les standards, mais c'est pas tant que ça. Ouais, moins d'1 million d'euros, tout compris. Donc, voilà. Et du coup, il y a une question qui va un petit peu avec, mais vous avez déjà répondu lors de votre présentation. Est-ce que les 3 jeunes ont été rémunérés lors de leur Tour de France et quel a été le budget média? Mais ça, vous y avez répondu, mais je vous laisse répondre à nouveau. Peut-être que la personne n'avait pas entendu le début de la question. Ouais, donc, un vrai contrat d'apprentissage, enfin, les 3 apprentis donc, étaient des vrais apprentis, donc contrat d'apprentissage. Donc, en plus, en travaillant pour le ministère du Travail, ça nous paraissait compliqué de prendre des jeunes sans respecter la loi. Quoi. Non, donc,
fait, donc, les 3 jeunes qu'on a recrutés, ils ont signé un vrai contrat de travail avec partie prenante. Ils avaient des maîtres d'apprentissage et dans les contrats d'apprentissage, en fait, on est rémunéré. Donc, on a vraiment suivi la loi. Et effectivement, en travaillant pour le ministère du Travail, on n'aurait pas pu faire autrement. Mais il n'a jamais été question, pour nous, c'était important d'avoir vraiment des apprentis, y compris dans le fait que ils signent un contrat de travail, on les rémunère et ils sont là pour apprendre. Donc, en fait, ils ont été là et ils ont fait pour apprendre. C'est-à-dire, ils ont vraiment fait un apprentissage. Alors, on va se répéter pas mal, mais parce qu'on ne sait pas quand les personnes se sont connectées, mais je sais que vous avez donc embauché, en tout cas en contrat d'apprentissage, ces 3 alternants. Et Juliette a continué avec vous, si je ne dis pas de bêtises, sur la partie communication. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu son rôle aujourd'hui dans vos agences ? En fait, Juliette, elle a commencé des Martha Story la première année avec Nicolas et Astrid. Elle a poursuivi la 2e année en campagne avec Jade et Marianne. Et maintenant, elle continue sa formation chez Jairo. Exactement. Donc, elle est avec nous depuis le mois de septembre maintenant. Et donc, elle a intégré l'équipe plus particulièrement au niveau du social media. Donc, elle est là autour de nous là et intégrée à l'agence. Oui, je la sens très intégrée puisque j'ai été en contact avec elle et qu'elle est vraiment très professionnelle et on ne peut pas imaginer 2 secondes qu'elle soit apprentie. Et justement, parce que c'est important de se dire que finalement, les apprentis aujourd'hui, les alternants aujourd'hui ont un vrai rôle dans l'entreprise. Je pense que vous l'avez largement évoqué dans votre campagne des Martha Story, mais vraiment aujourd'hui, ils ont un rôle, et la plupart du temps, ça se transforme en contrat. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite à tous. Ce qui est génial, moi, ce que je trouve, c'est que à la fois, ça permet de rencontrer des personnalités qui restent dans l'entreprise pendant un certain temps, que l'on forme. Donc, finalement, au bout d'1 an, selon le cursus, mais on va dire partons sur 1 an, on se connaît bien, on les a formés. Donc, derrière, il n'y a plus aucun frein à l'embauche si on peut économiquement embaucher. Donc, c'est vraiment extrêmement vertueux. D'ailleurs, beaucoup à l'entreprise, et c'est ce qu'on dit dans les communications auprès des entreprises. En fait, ils arrivent avec un autre regard, parfois, pas forcément dans nos métiers, d'ailleurs, dans d'autres métiers. Ils arrivent avec les nouvelles techniques qu'ils ont appris dans leur centre de formation d'apprentis. Et en fait, c'est eux qui vont faire évoluer des salariés qui sont déjà dans l'entreprise et qui ne sont pas forcément aguerris à des nouvelles techniques ou à des nouvelles technologies ou à des nouvelles machines, par exemple. On a entendu parler de ça dans l'artisanat ou dans l'industrie. Et en fait, ils apportent aussi beaucoup à l'entreprise. Alors, une autre question d'Enora. Vous étiez plutôt libre concernant le contenu des épisodes ou le ministère avait des prérequis sur le wording, par exemple? On a eu beaucoup de liberté. Honnêtement, on avait vraiment un ministère qui était drivé par l'efficacité et par l'efficacité auprès de cette cible jeune. Donc, honnêtement, ils nous ont beaucoup d'ailleurs challengé. Ils étaient prêts à nous challenger, y compris pour nous permettre d'aller plus loin, pour que ce ne soit pas institutionnel et le moins convenu et traditionnel possible. Et en plus, le fait entre guillemets, de verrouiller les éléments de langage aurait été contre-productif parce qu'on avait besoin d'une partie extrêmement spontanée et aussi live dans le sens où toute la partie sur les réseaux sociaux, c'est du direct. Donc, on ne peut pas passer par un process de validation a priori, sinon ça tue la communication. Après, le challenge, c'est qu'on parlait quand même d'un sujet assez sérieux et parfois technique. Donc, on avait de la liberté sur le ton, mais il fallait être hyper rigoureux sur le fond. Par exemple, quand on nous posait des questions en 2e année, on a beaucoup répondu aux questions. Le concept, c'était on répond à toutes vos questions sur l'apprentissage. Donc, quand on répondait à une question, quand on nous demandait par exemple combien on est payé en 2e année d'apprentissage quand on a 21 ans, en fait, on avait un devoir de répondre de façon très rigoureuse et juste. Donc, il y avait un vrai défi d'être libre dans le ton et créatif dans le ton, tout en étant d'une rigueur extrême sur le fond. Pratiquement des journalistes, en fait. D'où l'intérêt de faire une formation comme Paris School of Content, j'en profite, qui est une formation transversale entre la communication et le journalisme pour produire du contenu. Alors, pardon ? Le nom de code de l'opération au début, c'était les apprentis reporters. Oui, je ne savais même pas. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions, Audrey? Je ne crois pas.
on va laisser venir un petit peu. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter sur les difficultés que vous avez pu rencontrer sur ce dispositif-là? Ou tout a été très simple? Non, ça n'a pas été simple du tout. Je pense que parce qu'il y a eu plein d'imprévus, évidemment. Parce que même le Tour de France, hein, c'est-à-dire que c'était quand même, voilà, même en termes de logistique, l'arrivée dans des entreprises, la rencontre avec les gens sur place, enfin, bon, tout ça a été dans une logique de production hyper légère, donc forcément avec tout ce qui va avec, d'imprévus, pas forcément de repérage extrêmement fait avant, donc plein de surprises. Mais c'est ce qui faisait partie du charme du côté voilà, vie réelle, sincérité voilà, des conditions de tournage, etc. Donc, et en plus, bon, les apprentis, au fur et à mesure, comme ils étaient en apprentissage, donc les premiers épisodes, les premiers tournages, forcément, on n'est pas encore super à l'aise quand on fait les interviews, quand on cadre, quand ça. Et puis, très rapidement, ils ont très, très vite progressé. Donc, voilà. Après, c'est effectivement inhérent à ce type de communication et de dispositif de rentrer dans des choses qui sont non maîtrisées à l'avance. Donc, il faut accepter cette part d'imprévu, d'adaptation permanente. Alors du coup, moi j'ai une question. Vous parliez d'apprentis reporters qui sont partis sur le terrain. Est-ce que, évidemment, il faut appréhender la caméra, le tournage, mais aussi la présentation. Est-ce qu'à un moment donné, ils ont été formés par des journalistes professionnels ou par des reporters avant de partir sur le terrain, où ça s'est fait de manière très naturelle d'appréhender cet exercice qui est tout de même difficile? C'est Juliette qui a envie de répondre. C'est un gros boulot, ça. C'est un gros travail. En fait, mais c'est de l'apprentissage. Donc, nous, on a vraiment travaillé avec eux en mode apprentissage, c'est-à-dire que pour tout vous dévoiler, on a tourné un premier épisode. C'était notre épisode test. On l'a appelé épisode 0 même, je crois. Pilote, en fait. Et voilà, c'était une sorte de pilote. Et en fait, on est allé le tourner, je me souviens très bien, c'était sur un chantier, c'était un jeune homme qui travaillait dans les travaux publics et c'était avec son maître d'apprentissage. Et en fait, on a fait ce tournage-là, on a monté l'épisode. Et en fait, on s'est dit, l'objectif, c'est qu'à la fin de cet épisode, tout le monde soit bien au clair sur ce qu'il doit faire, etc. Et en fait, c'était un peu notre crash test, donc on avait vraiment pris le temps qu'il fallait pour le faire. C'est-à-dire qu'on l'a monté et ensuite on l'a débriefé avec le réalisateur, avec les maîtres d'apprentissage. Et suite à ça, on a affûté les questions avec les apprentis, on a affûté la façon de se présenter. On s'est dit finalement, on s'est fait des guides de do and don't. On a complètement remanié nos questions. Enfin, en fait, on a tout mis en place pour que, à partir de là, on puisse faire nos 24 épisodes, voilà. Et on a fait même un peu de média training. Oui, voilà. Donc, bravo, parce que ce que ça donne à l'écran, c'est vraiment très pro. Et je pense qu'ils ont pris beaucoup de plaisir à cet exercice, j'imagine, parce qu'en tout cas, on le ressent comme tel en étant spectateur. Alors, on a une autre question. Ouais. Pardon, vous aviez peut-être quelque chose à ajouter, je vous ai coupé. Non, on disait qu'ils ont fait du très bon boulot. Oui, complètement. Alors, autre question, je vais repasser en QR, voilà. Comment avez-vous procédé pour trouver vos témoins apprentis? Eh ben, on a fait un vrai process de recrutement. Non, les témoins. Les témoins apprentis. Alors, en fait, on a fait un concours dans les CFA. Pour commencer, on a proposé à tous les centres de formation d'apprentis de France de nous envoyer des stories de leurs apprentis en choisissant des profils qu'ils trouvaient intéressants, valorisants, etc. Donc, on a fait un concours de stories avec les CFA. C'était vachement intéressant parce que ça nous permettait d'avoir encore une fois du brand content pour nos réseaux sociaux avec des apprentis qui se présentaient en story. Donc, nous, ça nous a donné beaucoup de contenu pour l'animation de nos réseaux sociaux. Et ensuite, parmi ces apprentis, on a sélectionné les meilleures histoires, les meilleures stories, les gens qui avaient l'air vraiment motivés. Donc ça nous a quand même permis d'identifier au moins la moitié des témoins avec les lauréats de ce concours. Les autres, on les a sourcés avec l'aide des fédérations professionnelles
avec l'aide des chambres des métiers et de l'artisanat, avec l'aide de CCI France et parfois avec l'aide des CFA eux-mêmes qu'on est allé chercher. Parce qu'en fait, en gros, quand on fait une communication comme ça pour un ministère, on se doit d'être représentatif en termes d'origine géographique, de niveau d'études, de secteur représenté, etc. Donc parfois, quand au final, il nous a manqué, par exemple, un étudiant, je me souviens très bien, une apprentie qui nous manquait, un apprenti en fait qui nous manquait dans l'immobilier, on savait qu'il fallait absolument qu'on la trouve du côté de Limoges. On a trouvé tous les CFA qui faisaient des formations en immobilier à côté de Limoges, et en fait, c'est eux qui nous ont aidés à trouver les bons profils. Et du coup, je me permets de rebondir sur ce sujet parce que vous parliez de cette difficulté de pouvoir représenter vraiment toute la France et tout. Est-ce que vous avez eu la même demande sur la diversité et la mixité, puisque c'est des sujets quand même importants aujourd'hui, ou c'est quelque chose que vous avez fait naturellement sans pour autant que ce soit une demande? Bah, ça se fait assez naturellement, hein, c'est la mixité et la diversité. Alors, il y a d'autres questions qui viennent d'arriver. Alors, juste Olivia, je me permets de dire qu'elle a corrigé sa petite faute, c'est trouvé ER, mais je n'ai pas publié son petit erratum. Et on a Lily qui pose une autre question. Alors, pensez-vous qu'il serait pertinent d'investir d'autres réseaux sociaux pour cette campagne liée à l'apprentissage avec d'autres formats, etc. Oui, alors, bon, oui, évidemment, si on le refaisait, donc là, on vous a présenté une campagne qui quelque part, a bientôt 2 ans, hein, donc en 2 ans, TikTok, Snapchat se sont évidemment, TikTok est arrivé, Snapchat s'est énormément développé, donc voilà, il faut être multiplateforme, ça c'est évident, hein. De toute façon, c'est ce qu'on disait dans les enseignements, il faut être user-centric. Donc, user-centric, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller chercher notre audience là où elle est et là où elle se déplace. Et c'est vrai que les jeunes, c'est un peu comme les bancs de poissons. C'est-à-dire que voilà, ça bouge comme ça, quoi. Hop, hop, hop. Donc, voilà. Donc là, je ne sais pas si tout le monde sera sur Clubhouse dans 6 mois, mais en tout cas… Moi, j'y suis. Hein, je m'y suis mise parce que du coup, je suis obligée de rester jeune. Il faut poursuivre ces jeunes. Je ne sais pas s'il y a que des jeunes sur Clubhouse, hein, mais bon. Mais c'est vrai que évidemment, on sera sur TikTok, on fera des challenges. Bien sûr. Alors, pardon, je vous ai coupé parce que parfois il y a une petite latence, donc parfois je peux vous couper, désolée. Hein. J'ai une autre question. Alors, quel a été le temps accordé pour le média training? Alors, c'est ce qu'on avait évoqué un petit peu en amont. Ça s'est fait un peu toute l'année, hein, quand même, le média training. Et surtout, on a, plutôt que de faire un média training au début, comme ça, à froid, on a beaucoup travaillé au fur et à mesure des épisodes et des difficultés. Parce que c'est aussi ça, être apprenti, en fait, c'est se tester, faire, avoir des difficultés, essayer de se former avec son maître d'apprentissage pour les dépasser. Donc, en fait, le média training, on l'a plus ou moins fait toute l'année. Je ne peux pas vous dire qu'à un moment, on les a mis dans une salle avec un journaliste et puis c'était des speakers. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. On a fait un vrai média training quand on a fait la conférence de presse. Donc, on s'est beaucoup entraîné. On a travaillé avec des consultants chez nous qui font du média training aussi. Et puis ensuite, on les a pas mal fait progresser au fur et à mesure des épisodes de la web-série, quand eux-mêmes remontaient le fait qu'ils avaient été en difficulté parce qu'ils avaient eu du mal à poser leurs questions ou à formuler leurs questions, ou bien ils étaient inquiets à propos d'un métier qu'ils allaient traiter dans une semaine et en fait, ils n'avaient pas le sentiment d'être assez informés pour le faire, etc. Donc, ça s'est vraiment fait tout au long de l'année. Donc, quel temps accorder peut-être 10% de leur formation au moins, quoi. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser un petit peu le temps à notre public s'il a encore quelques questions. Sinon, moi, je tenais à vous remercier parce que vous avez été les premiers à accepter et les grands lauréats du Grand Prix Stratégie du Brain Content. Donc, c'est formidable d'avoir pu commencer avec vous cette série de masterclass qui vont permettre de décortiquer les success stories des campagnes lauréates du Grand Prix Stratégie du Brain Content 2020. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je sais que votre temps est précieux, donc merci infiniment. J'en profite encore pour rappeler que les professionnels, dont vous d'ailleurs, hein, je m'adresse à vous, Émilie et Nathalie, si vous avez besoin d'alternants pour la rentrée prochaine, d'apprentis même, n'hésitez pas à me contacter. Donc, Paris School of Content
forme au métier du Brain Content en 4e et 5e année, donc Bac plus 4, Bac plus 5. Et puis, vous pouvez cliquer sur le petit bouton en haut si vous voulez laisser vos coordonnées. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour conclure? Non, pas particulièrement. Non, on était ravis de vous présenter et de partager en tout cas. Et puis, si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter en tout cas. Alors, cette masterclass a été évidemment enregistrée. Le lien sera envoyé, YouTube sera envoyé à tous les participants. Et également, vous le retrouverez sur le YouTube de Stratégie. Donc, je remercie également Stratégie. Gilles Vibo, le rédacteur en chef, a dû partir précipitamment, mais nous le remercions pour son accueil. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.